organisé par notre cercle Entreprise et Santé. Notre cercle existe depuis 12 ans avec son positionnement sur la santé. Ce qui réunit nos membres des entreprises ou des organisations, c'est la prise de responsabilité et l'action, non seulement sur l'indispensable sécurité, mais pour la qualité de vie, pour le bien commun, dans un contexte de culture et de moyens en mouvement. Je n'emploie pas l'expression santé au travail, préférant m'exprimer en disant santé-travail. Parce qu'il ne s'agit pas d'une relation simple et univoque entre la santé et le travail, il s'agit d'une relation complexe, avec des impacts qui peuvent être différés, des impacts quelquefois difficiles à déceler dans ce qu'ils ont de négatif et de positif. Et ce que nous voulons, ce que nous devons faire, c'est comprendre et maîtriser ces impacts réciproques au bénéfice d'un progrès collectif. L'autre axe de réflexion du cercle, c'est la relation au travail avec ses nouvelles formes. Les chaînes de travail internationales, le home office, et tout cela avec l'impact d'innovation technologique et autres. Notre table ronde d'aujourd'hui, donc santé-travail, santé globale, défis convergents et enjeux de demain, elle est placée sous le signe de ces interactions et des efforts nécessaires pour les positiver et donner un avenir positif au travail et à la société. Je salue et remercie spécialement Cyril Gaume, directeur du bureau du BIT en France. Il nous fait l'honneur de sa présence active et de son regard bienveillant sur les activités du cercle. Et il a bien voulu marquer cette table ronde sous son égide et sous celle de la célébration du 100e anniversaire de l'OIT. Donc merci à lui, merci à nos intervenants et merci à vous tous d'être là pour cette réflexion commune. Je me suis dit que mon intervention, que je voulais brève, pouvait l'être encore plus, et je le fais en vous donnant simplement 6 mots-clés, qui sont cercle, impact réciproque, nouvelle forme, et merci. Maintenant, je passe la parole à Anne-Marie Gobert pour la présentation des intervenants et les règles du jeu de ce début d'après-midi. Merci de votre attention. Merci, cher Président. Et merci à vous tous, parce que d'ailleurs vous êtes en train de concrétiser que santé globale et santé travail, c'est parfaitement convergent, puisque là on est tous en post-prandial et donc théoriquement à un moment où la santé personnelle devrait prendre le pas sur d'autres préoccupations, mais vous nous faites la gentillesse d'être là et c'est tout à fait sympa. Merci à vous. Alors je vais vous présenter nos intervenants et encore une fois un grand merci à eux d'être là. Et puis je vous dirai, avant de leur passer la parole, 2 mots sur pourquoi ce thème. Alors, voilà, donc je suis désolé, mais on ne va pas suivre l'ordre protocolaire, excusez-moi, quelquefois je suis un petit peu brutal, mais Cyril Gaume, qui est directeur général donc, du BIT de l'OIT en France, qu'on remercie d'être là, Jérôme Chemin, qui est secrétaire général adjoint de la CFDT cadre, et Stéphane Bimbert, qui est le directeur général de l'INRS. Mais on vous a mis les photos pour si jamais vous aviez un assouplissement avec les noms, comme ça vous pourriez repérer globalement qui est qui. Je dirais que, si je peux me permettre de faire des catégories un peu hâtives, je dirais qu'ils représentent peut-être le plus, le monde du travail, et donc la santé-travail. On tient au tiret, on vous dira tout à l'heure pourquoi, ce que vous disait Jeanne Bouvet, et représente plutôt la santé dans le travail, et ça sera plutôt donc la première partie de notre panel. Je dirais à ma gauche, à ma droite, si je me tourne globalement dans l'autre sens, le professeur Mohamed Salah Belhamar, donc qui était à PHP et qui maintenant est chef du service d'anesthésiologie de l'hôpital T15-20, qui est président du Global Fund, président du comité éthique du Global Fund. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Global Fund, mais c'est le fonds international pour la prévention
des maladies genre, si je peux me permettre, VIH, vous avez aussi le paludisme et d'autres, Salah nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Il est aussi l'ancien ministre de la Santé de Tunisie. Merci du Maroc, pardon, c'est n'importe quoi. Merci à lui, voilà, je suis très troublé, pardon. Et puis un autre célèbre professeur, Jean-Marie Fessler. Jean-Marie, mis à part lui aussi d'être membre du Cercle Entreprise et Santé, qui est une qualité très importante, il est professeur de management de la santé associé à Stanford University, et je dirais qu'il vient aussi de l'univers hospitalier, donc à la fois antérieurement DRH, puis directeur d'hôpital, puis directeur de l'ensemble des établissements sanitaires de la MGEN. Vous rectifierez tout à l'heure si j'ai fait des erreurs de présentation. Alors, pourquoi cette table ronde? Je dirais que ce que tu disais, Jacques Bouvet, c'est qu'on existe depuis 2006, et je me souviens que notre première réunion fondatrice était en mars 2007, c'est ça, et alors c'était sur un thème totalement préfigurant. Je sais pas, vous n'étiez pas tous en barboteuse, hein, donc vous en souvenez quand même peut-être. 2007, c'était la grande vague du SRAS, des énormes inquiétudes sur la grippe aviaire, et donc du fait qu'on ne savait pas si, en gros, si les choses allaient se diffuser ou pas. Et là, pour notre première réunion, on avait réuni donc à la fois un professeur d'épidémiologie, il fallait regarder quelles pouvaient en être les incidences au niveau sur les activités professionnelles, et puis un tandem qui était à la fois, alors l'une des parfaits était psychiatre, hein, un psychiatre qui dirigeait le service de santé de travail de l'un des grands opérateurs, et un responsable de service de sécurité pour voir ce qu'en étaient à la fois les incidences et les responsabilités, vis-à-vis bien sûr de ceux qui étaient les expats, mais aussi tous les autres, puisque les contaminations étaient possibles là-dessus. Ça, c'était l'initiative, et puis en fait le déclencheur, c'était l'an dernier, où on a réalisé une étude, j'ai une étude auprès, j'allais dire, de gens normaux, si je peux me permettre, comme vous et moi, c'était pas des grands gourous, excusez-moi de vous traiter de grands gourous, mais voilà, pour regarder quelles étaient leurs perceptions de l'évolution de la santé au travail, des responsabilités et autres. Et là, ce qu'on a bien vu, c'est que les choses étaient en train de commencer à basculer. Que d'abord, les enjeux de santé, et de santé notamment mentale et de qualité de vie, de bien-être, devenaient premiers. On sentait aussi qu'il y avait un grand bouleversement chez les acteurs professionnels officiels, déjà parce que, par exemple, la démographie médicale de médecins du travail va commencer à être vraiment problématique. Et on sentait surtout que les attentes chez les salariés et chez les dire travailleurs, je vais utiliser le terme, pardon, Jérôme, le terme de la CGT, parce que finalement le statut est plus du tout premier, enfin, voilà. Et donc qu'est-ce que ça devient là-dessus? Et bon, tout ça, globalement, nous montrait ça, il nous a montré une très grande porosité finalement entre la santé travail et la santé, je vais dire normale, globale, le reste et l'autre. Et quand il y a quelques mois, on en a parlé avec Eric de Jean-Servière qui est là et que je salue parce qu'il m'a dit ok tout de suite, et qu'on a dit bah, écoute, on va monter cette table ronde qui est un peu en avance parce qu'on n'était pas encore dans les grandes annonces des changements de statut sur la santé au travail et tous les bouleversements qui sont pas finis, hein, qui vont reprendre avant qu'ils soient longtemps. On a dit bah, ok, bon, vas-y sur. Et donc, sur cette porosité croissante, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout d'abord nos grandes parties prenantes et nos grandes voix. Hein, merci globalement d'être là. Je dirais un petit peu sur les deux questions, à la fois comment ils voient évoluer les choses, et puis aussi la question de fond, c'est qu'est-ce que ça implique pour nous, acteurs du quotidien, ou nous, avec les responsabilités que vous avez, de voir ces responsabilités qui poussent et les attentes qui poussent aussi. Donc voilà, Cyril Com, si vous voulez bien, c'est à vous. Donc soit je peux vous marcher mon micro qui marche, soit celui-là qui peut-être marche aussi. Donc vous voulez vous tester. Merci beaucoup Anne-Marie, bonjour à tous. Merci de ce propos introductif très aimable pour l'OIT, et merci de faire écho à cette célébration du centenaire de cette organisation effectivement créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc ça nous ramène à un temps maintenant lointain, mais ce centenaire, c'est justement un peu l'occasion de faire le point sur ce qu'une approche internationale comme celle de l'OIT a pu apporter à toutes sortes de questions liées au monde du travail, et bien sûr
dans la perspective de la santé des femmes et des hommes au travail. Parce que ça, comme vous pouvez l'imaginer, ça a toujours été une question extrêmement importante pour cette organisation. On a créé en 1920 le premier service d'hygiène industrielle avec un champ de compétences donc international. Le but était déjà à l'époque d'essayer d'organiser un système de veille épidémiologique sur les pathologies qui étaient liées à l'exposition à un certain nombre de risques. Donc ça reste aujourd'hui une question essentielle, une question importante. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour avoir en tête que on estime à peu près à 7500 le nombre de personnes qui chaque jour meurent soit d'un accident du travail. C'est aujourd'hui une part très réduite de ces 7500 victimes, c'est à peu près 1000 personnes, ce sont des estimations bien évidemment, et les 6500 autres victimes sont des victimes de maladies professionnelles. Donc on a assisté au fil de l'histoire à un changement très significatif de ce rapport entre la part des maladies professionnelles et la part des accidents du travail. Alors moi je vais essayer en quelques minutes de me concentrer sur quelques illustrations de ce qu'une approche internationale peut apporter justement au débat sur la santé globale et sur la santé au travail. Déjà, première remarque, c'est sur la définition du sujet justement, parce que c'est un peu le sujet de la table ronde. En 1920, quand l'OIT a été mis en place, en 1919, dans les années 1920, évidemment, on avait une approche très axée sur les différentes pathologies, une approche un peu basique sur les risques professionnels, et notamment l'exposition à un certain nombre de risques dans l'agriculture, dans les mines, dans l'industrie. Donc le problème de l'époque, c'était le charbon, c'était le saturnisme. Et les premières conventions, les premières règles internationales découlent un peu de cette première approche. Aujourd'hui, et même ça ne remonte pas aujourd'hui, quelques années plus tard, en 1944, je dois faire écho à un texte très important pour l'OIT qui s'appelle la Déclaration de Philadelphie, que les membres de l'OIT ont adopté finalement à la veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où on réfléchissait déjà à l'instauration d'un nouvel ordre international. Et cette Déclaration de Philadelphie, elle apporte un premier élément de définition de ce que c'est que la santé au travail. Elle dit que le travail, au-delà des pathologies professionnelles, le travail c'est un facteur d'épanouissement personnel, un facteur de sens pour la vie des femmes et des hommes au travail. Et puis le travail, c'est aussi l'opportunité pour chacun d'apporter sa contribution au bien commun. Et donc vous voyez que ce sont les termes de l'époque, mais c'est une définition finalement extrêmement moderne parce qu'elle rejoint tout à fait celle que promeut l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui et qui consiste à promouvoir une santé comme un état de bien-être physique et mental. Et donc la façon dont aujourd'hui l'OIT appréhende la question, c'est bel et bien de développer des politiques, des recommandations, des normes qui puissent concourir à cet état de bien-être physique et mental. Alors, autre message que je voulais très brièvement passer, quels sont nos instruments en fait? Comment est-ce qu'on peut contribuer utilement au débat? Le principal instrument que mobilise l'OIT dans le domaine de la santé comme dans d'autres, c'est celui des normes internationales, c'est-à-dire l'élaboration dans un format tripartite, parce que l'OIT, il n'y a pas que les gouvernements, mais aussi l'ensemble des partenaires sociaux. On élabore donc à trois des règles qui ensuite vont s'imposer dans l'ensemble des pays au fur et à mesure que ces règles sont ratifiées par les États. Et la santé au travail est un des domaines dans lesquels on a élaboré le plus de conventions internationales aujourd'hui ratifiées, touchant soit des secteurs d'activité, soit des types d'exposition au risque, soit pour les conventions les plus récentes, et je citerai la convention 187, donc la plus récente sur le sujet, qui ne porte plus sur des prescriptions techniques, je dirais, mais qui essaye de plus en plus d'organiser les responsabilités des différents acteurs de la prévention. Il s'agit finalement de faire de la prévention des risques professionnels et de la santé, puis globalement la santé au travail, un objet de dialogue social, un objet de la négociation collective, un objet de politique publique beaucoup plus large. Alors, évidemment, ce faisant, on se heurte à beaucoup d'obstacles à une échelle mondiale. Quels sont ces obstacles? Encore une fois, très rapidement. C'est le fait que ces règles, elles sont très inégalement ratifiées par les États. On a aujourd'hui, en fait, une minorité d'États dans le monde qui ont ratifié ces conventions, ce qui, évidemment, limite leur effectivité. Mais je dirais que ce n'est probablement pas la limite principale à laquelle on se heurte.
La limite principale, c'est plus de l'ordre de la faiblesse des institutions publiques dans beaucoup de pays, la faiblesse des partenaires sociaux, qui explique que même lorsqu'on a des normes, ces normes sont peu effectives parce que peu relayées finalement par des acteurs responsables et forts sur le terrain. Et c'est ce à quoi on s'emploie aujourd'hui en investissant par exemple beaucoup de ressources à la fois financières et humaines dans le développement de politiques de prévention dans un certain nombre de pays en Asie du Sud ou en Afrique subsaharienne très touchés par ce qu'on appelle l'informalité, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'écrasante majorité des gens travaillent sans statut formel et donc des gens qu'il est beaucoup plus difficile de toucher par les canaux institutionnels. Et pour cette population-là, qui regroupe une majorité des femmes et des hommes au travail dans le monde, je dirais que la prévention, elle est encore plus importante parce que c'est la seule façon précisément de les toucher et d'améliorer leur santé. Je voudrais, si j'ai un petit peu encore 30 secondes. Alors je voudrais en fait terminer par j'ai le choix entre deux thèmes, entre l'avenir du travail et la façon dont aujourd'hui la mondialisation fonctionne, mais je préfère finalement dire un mot sur l'avenir du travail parce que c'est sur ce thème qu'on célèbre le centenaire de l'OIT. Et l'OIT a publié à l'occasion de la journée mondiale santé au travail du 28 avril dernier un rapport que je vous invite à consulter et qui essaye de faire une synthèse de l'impact des différents facteurs de transformation du travail sur les politiques de prévention. Et évidemment, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que l'INRS travaille également fortement sur ce sujet. Et ce que ce rapport met en avant, c'est la façon dont un certain nombre de facteurs de transformation du travail aujourd'hui, comme la robotique, comme le numérique, impacte très fortement et impactera très fortement à l'avenir, à la fois le rapport des femmes et des hommes à leur travail et par conséquent la façon dont on pourra promouvoir cette fameuse santé au travail et la façon dont on pourra contribuer par des politiques mobilisant les acteurs du travail cet état de bien-être physique et mental. Merci, un grand merci Cyril, et pardon, on vous applaudit très fort. Oui, vous avez vraiment intérêt à aller traficoter, si je peux me permettre, sur le site de l'OIT et de télécharger à la fois le rapport global et aussi il y a 33, alors c'est dit 33 docteurs, je ne sais pas si c'est voulu comme ça, mais il y a des interventions de 33 grands experts parmi ceux qui ont participé à ce rapport et qui est tout à fait passionnant. Merci à vous, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Alors oui, maintenant Jérôme Chemin, donc j'ai à la fois CFDT cadre et puis si je peux me permettre toi-même, hein, parce que voilà, donc Jérôme est aussi chez Accenture et donc en plein sur les questions de nouvelles techno. Voilà, toi, un peu quelles sont tes perceptions, orientations sur toutes ces questions-là et encore une fois, qu'est-ce que ça va impliquer? Voilà, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc oui, c'est voilà, moi donc j'ai une double casquette à la fois dans une boîte de conseil américaine, donc très techno et à la fois CFDT cadre. Je vais plutôt orienter donc évidemment mon intervention sur ce qu'on appelle les métiers de service et notamment sur un aspect principal qui est la digitalisation. Alors le terme n'est toujours pas très bien choisi, de digitalisation du monde du travail, qui a véritablement eu un impact très important donc, sur la santé des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est contacté à CFDT cadre pour des personnes qui rencontrent des problèmes de santé,